Bonjour et bienvenue à l'émission Le Musée m'amuse. Vous vous souvenez, dans l'émission de la semaine dernière, je vous disais que le musée recevait comme exposition temporaire ce printemps l'exposition Armand Vaillancourt, Sculpture de masse. Alors, dans le cadre de l'inauguration de l'exposition, M. Vaillancourt est venu nous rendre visite. Alors, j'ai la chance de le recevoir en entrevue. Bonjour, Armand. Bonjour, comment vas-tu? Ça va très bien, et vous? Merci, merci. Content d'être ici pour ça. Parfait. Oui. Peut-être que des gens de la jeune génération vous connaissent moins là, que les gens du musée. On a eu la chance de vous rencontrer. Alors, j'aimerais que vous nous racontiez un peu le lien que vous avez avec la région. Vous êtes né ici, à Black Lake, et vous avez grandi aussi dans la région. Oui, sur la rue Saint-Denis, à 122 Saint-Denis. Alors, je suis né en 29, à 3 septembre. Et on a dû quitter au début des années 32 à cause du demande de la crise de 29. C'était une crise épouvantable à travers le monde. Alors, mes parents ont cherché un endroit où on pourrait grandir à la campagne. On était 17 enfants. Je suis le 16e. Okay. Alors, on s'est installé pas loin de Maple Grove, près de Saint-Ferdinand d'Halifax, à peu près 3000 du village. C'est sur une ferme familiale à 300 acres de terre. Et à partir de ce moment-là, on a grandi en sagesse et en beaucoup de travail aussi. Hein? On était pauvres, donc il fallait se débrouiller pour survivre. Puis surtout, mais ça a été extraordinaire pour tous les enfants, je pense, à cause de la proximité qu'on avait avec la campagne, la ferme. Donc, on a eu c'est comme un paradis dans le fond. C'était une ferme qui n'était pas tellement productive, et puis, mais on était quand même, on avait l'eau qui était beaucoup plus saine qu'aujourd'hui, la rivière Bécancour aussi, le lac William, le lac la Truite qui était un peu en amont de notre ferme. Donc, c'était une enfance laborieuse, mais très, très significative pour ma recherche de l'identité en tant qu'artiste et sculpteur. C'est venu après, là, ce qui est important, c'est de pouvoir coloniser son territoire à l'intérieur aussi et d'avoir, par exemple, un lieu où je me sentais réellement, on savait où est-ce que les roches étaient, où est-ce que les terrains et pas. Donc, il y avait beaucoup de diversité à travers cette campagne-là. Donc, j'ai apprécié beaucoup mon temps. J'ai passé 18 ans à la ferme, ce qui a été extraordinaire pour moi. Donc, vous êtes parti au début de votre vingtaine? Oui, après qu'on a vendu ça au début des années 50, à la fin de 49, en fait. J'ai resté quand même 6 mois après qu'on avait vendu la ferme. C'était une famille Berthiaume. C'était 4 garçons et une mère qui était handicapée. Elle avait le dos complètement courbé et la figure, c'était assez extraordinaire de la voir. Et elle avait un pouvoir sur ses enfants-là. Et en tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé, avec l'expérience de vivre dans ce lieu privilégié-là. OK. Donc, vos racines sont ici, mais oui. Votre côté artistique, vous l'avez trouvé plus en allant étudier à Montréal aux Beaux-Arts, c'est ça? Non, j'étais déjà branché sur le côté poétique, je dirais. Puis j'étais un type qui a toujours été immensément curieux par nature, donc il fallait que je regarde à l'intérieur. J'écrivais beaucoup quand j'étais jeune, à la ferme aussi. Malheureusement, je me suis fait voler ou détruire ou perdu tous mes écrits de ma jeunesse. Je m'installais, je ne sais pas, à une table, je pouvais écrire 20, 30, 40 pages sans arrêter. Ah oui? Ouais. Mais j'aurais aimé ça, revoir ça aujourd'hui. Demain, c'était des pensées de jeune homme, là, mais qui étaient abondantes. J'ai écrit beaucoup sur la mort aussi. L'espèce de mystère de la mort. Comment on peut décider, voir comment que ça se passe dans l'au-delà. Et étant donné que j'ai grandi dans la religion catholique, évidemment, ça a été d'un côté intéressant, mais de côté, c'est un handicap à la liberté d'expression. Oui. Alors, plus vieux, j'ai délaissé la religion, mais je suis un type qui croit à une spiritualité qui ne m'a jamais quitté. Mais tout ce qu'on nous a raconté dans la religion catholique, j'ai mis beaucoup de croix sur ça pour pouvoir être peut-être plus libre penseur
que je l'ai été forcé dans ma jeunesse aussi. Oui, parce que la religion nous oblige à penser d'une certaine façon. On voit dans les excès, qu'est-ce qui se passe dans d'autres pays, avec voiler les femmes aussi. C'est une façon de réprimer la liberté et puis de cacher ce qui devrait être placé au grand jour. Tu sais. Alors, il y a beaucoup de travail qui devra se faire avec ça. Puis on voit avec ce qui se passe actuellement, tout le monde qui se questionne sur la liberté de penser, la liberté aussi. Puis les immigrants qui viennent nous rencontrer, qui viennent adopter, devraient adopter d'une façon adéquate notre culture. Tu sais. En anglais, « In China, we do like Chinese do », c'est-à-dire qu'en Chine, on fait ce que les Chinois, on veut leur ressembler d'une façon, pas nécessairement dans la tête, mais au moins par politesse, pour ceux qui nous reçoivent, d'épouser d'une façon adéquate la culture pour ne pas créer un handicap. Alors que nous, on s'est libérés de tous ces jougs-là. On ne veut pas retourner en arrière dans notre façon de voir à cause qu'il y a des immigrants qui viennent ici pour amener leur culture avec eux. Alors, s'ils ne veulent pas venir puis épouser notre... il faudrait qu'ils réfléchissent à deux reprises avant de venir chez nous. Oui, il y a beaucoup de chemin à faire encore au niveau de société. Mais ce qui est malheureux, ce qui est exaspérant et désespérant, c'est qu'on a toujours l'impression qu'on retourne au recommencement, que je pourrais dire, dans la pensée humaine. L'évolution se fait, mais ça dépend des pays. Ça dépend des gouvernements aussi qui gouvernent le peuple aussi. Tu sais, c'est un gouvernement qui a des dictatures, ça n'a jamais été bon pour personne, et surtout pas pour les ouvriers, la classe ouvrière non plus. Alors, on parle de la religion, on parle toutes sortes de répression. On crée des chaînes pour dominer, alors que ça devrait être comme des fleurs, ça pousse en toute liberté. Mais d'un autre côté, avec la mondialisation, on se trouve confronté à toutes sortes d'autres cultures. Donc, on se mélange d'une certaine façon. C'est sûr que c'est très difficile. Et surtout quand on ouvre les frontières, comme on le fait actuellement, c'est comme un pays qui n'a plus son autorité. Comme le marché mondial actuellement, on ouvre ça au marché mondial, mais c'est pas toujours bon pour les pays. Et puis l'identité de chacun est bafouée, est lavée par... on ne veut pas avoir un gouvernement qui serait universel, à moins que ce soit une pensée universelle qui pourrait rapprocher puis libérer tous les peuples de la Terre, puis en partageant la richesse aussi, et la pensée aussi collective pour un monde meilleur, mais ce n'est pas ça qui arrive actuellement. C'est un peu utopique, oui. On est loin de la coupe aux lèvres encore aujourd'hui. Alors, on sent que vous êtes un artiste très engagé. Vous l'avez été durant toute votre carrière, d'ailleurs. On le remarque, d'ailleurs, grâce à l'exposition Sculpture de masse, il y a certains textes qui rappellent un peu cet engagement-là que vous avez eu. On parle aussi de vos œuvres monumentales. Vous en avez fait quelques-unes dans plusieurs pays ici également. Par quelle étape vous passez pour être capable de faire une œuvre monumentale? Tout d'abord, vous trouvez un sujet d'engagement, puis ensuite, vous travaillez autour de ça? Bien, c'est flexible, hein? Alors, ça dépend. J'étais à Saint-Anne-des-Monts il y a 2 ans. J'avais des gens qui étaient à Marsouilles, c'est-à-dire plus près en allant à Gaspé, à peu près 200 km. Ils ont dit, bon, on connaît Armand Vaillancourt. Alors, la mairesse, qui était une institutrice autrefois, Mme Pelletier, une femme exceptionnelle, elle s'était dit, bien, moi, je suis à ma pension, mais je veux faire quelque chose pour la collectivité, pour Saint-Anne-des-Monts. La Gaspésie, on sait qu'il souffre beaucoup d'inégalités à cause qu'il était un peu plus éloigné, comme l'Abitibi, d'ailleurs, aussi, tous les centres qui sont loin des grands centres, Québec, Montréal, je ne sais pas, là. Alors, souvent, ils sont négligés, mais d'un autre côté, il y a une personnalité qui se développe qui est très forte aussi, comme dans les cantons de l'Est, ici, Tête-Formand. Je regarde, quand je suis arrivé hier au soir, j'étais un petit peu... parce que j'étais arrivé quelques minutes en retard, mais tout le monde se parlait, tout le monde... Je suis rentré parce que dans l'anonymat, quelqu'un est venu me recevoir à la porte, là, quand ils m'ont vu. Ils ont sécurisé. Mais tout le monde a continué. Ils ne sont pas garochés sur moi, mais tout le monde avait quelque chose à se dire. Alors, j'ai une image qui était très positive de
de voir de l'espèce de cordialité qu'ils ont les uns envers les autres. Okay. C'est des gens qui ont souffert beaucoup, des gens qui sont d'une plupart de la classe ouvrière. Ça vient des mines. On sait, par exemple, les ravages que ça a fait dans la société aussi, du travail dur, mais noble en même temps. Mon père a travaillé dans les mines aussi. Mon père était explorateur. Okay. Mon père était fermier. Mon père était... Il y a eu une fromagerie beurrée quand il avait 16-17 ans avec son plus jeune frère. C'était des gens qui bossaient dur, qui avaient beaucoup... Il a vu beaucoup de choses se passer dans les mines aussi. Il était aussi ouvrier dans les mines, il a travaillé aussi. Et il me racontait des choses qui n'étaient pas toujours joyeuses, mais c'était comme ça dans le temps. Aujourd'hui, on pense différemment. Et je pense que quand M. René Lévesque a nationalisé l'amiante, les Américains ont commencé à décrier. Et l'amiante, c'est un produit magnifique, hein? Mais il faut savoir s'en servir. L'essence, on la met dans notre auto. On est tous des bombes là, quand on est sur les routes, hein? Mais personne n'a peur de ça. Moi, je pars avec mon auto. Je ne pense pas que je vais sauter, je ne sais pas, au premier coin de rue. Mais si c'est mal administré, c'est sûr que c'est dangereux. On voit la publicité qu'ils ont faite en Inde dernièrement, à présent. Mais c'est épouvantable. Ils laissent les gens se servir de l'amiante complètement dans la poussière, comme ils faisaient ici il y a plusieurs années, là, mais ça s'est raffiné depuis ce temps-là. Tout produit, un marteau, c'est pas fait pour se frapper les uns les autres, là, c'est fait pour se construire. Et l'amiante aussi, ça a sa raison d'être. Un peu comme le phoque dans les îles de la Madeleine puis les provinces maritimes. En Europe, tout ça, ils empêchent la chasse aux phoques parce qu'ils veulent nous punir. Mais c'est pas ça. C'est de contrôler, par exemple, la naissance de ces animaux-là pour voir que ce n'est pas une espèce qui est en voie de disparition. Alors, on pourrait tolérer ça. Pourtant, on mange de la viande, hein? On a des vaches, on a des cochons, tout ça. Ils sont élevés souvent dans des conditions affreuses. Oui. Et ils ne sont pas toujours avec la plus grande hygiène aussi. On leur donne beaucoup d'antibiotiques, tout ça, et ça se répercute sur nous. Oui. Alors, on n'est pas tous végétariens. Moi, j'ai été longtemps, je mange un peu de viande aujourd'hui, le moins possible, mais on est des pays nordiques, hein? On aime bien se battre pour des choses qui ne nous touchent pas trop. Hein? Bien, c'est sûr, mais quand c'est notre voisin, ça nous fatigue aussi, mais il faut l'aider, il faut s'entraider. C'est veiller à la conscience universelle aussi. Et ce que j'ai développé, moi, depuis mon enfance, je me souviens qu'il y avait eu, on appelait ça un coup d'eau dans les cantons de l'Est, à la ferme. Puis les voisins aussi, ça avait créé des rigoles qui étaient larges comme la salle ici, puis creuses comme ça, là. Ah. Alors, je me souviens que les ouvriers allaient chercher de l'eau, une source d'eau glacée qu'il y avait dans le bas de la ferme chez nous. C'est magnifique. Et ils allaient chercher de l'eau, mais ceux qui retournaient travailler, c'est comme peut-être 1200-1500 pieds. Alors, moi, j'avais peut-être 12-14 ans. J'ai décidé de prendre 2 chaudières avec des tasses en granit, là, et puis d'aller donner de l'eau à tous les ouvriers qui étaient là. Les autres, à un moment donné, ils ont dit, hey, Armand, il faudrait lui donner quelque chose. Là, lui, il me donnait à un moment donné plus tard, mais je n'allais pas là pour l'argent. J'allais parce que j'avais toujours cette conscience d'essayer d'assouplir la douleur des autres aussi. Je pense que ça devrait être normal. Là. Mais il me donnait 25 cents par jour. Mais ce n'était pas pour l'argent, c'était comme... moi, je ne peux pas aller... j'ai de la misère à dormir quand je pense à tout ce qui se passe d'injustice à travers le monde. Là. Et mes sculptures sont je ne pense pas constamment à ça, mais quand tu vois une sculpture qui est signée par Armand Vaillancourt, ou une toile, ou un geste à la télévision, je vais toujours aller chercher la racine du problème ou la racine de la vertu de la chose à exprimer. Je vais toujours dégager ce que je pense, puis surtout, il y a bien des toiles. On regarde la toile qui est là, en arrière, avec la main. C'est la main d'un prisonnier politique de l'Afrique du Sud, ça. Et j'ai trouvé ça dans ma rue, c'est une revue sur la rue Esplanade. Il y a à peu près 30 ans passés, durant l'apartheid en Afrique du Sud. Et j'en ai fait un symbole. Elle m'a tellement impressionné. Il y avait des morts, il y avait des chiens qui mordaient, des chiens, des bergers allemands qui mordaient des mollas, des Noirs là-bas. Et ça, c'était une main d'un prisonnier politique qui était fait sûrement grimper par quelqu'un d'autre. Puis en haut, il y avait des pointes comme ça pour pas qu'il puisse dégager, des barbelles aussi. Et lui, sa main dépassait tout ça.
Le était noir. Et la lumière grugeait encore son bras. Alors, j'ai été impressionné par ça. Et j'ai fait beaucoup d'œuvres avec les mains. Encore aujourd'hui, je me sers beaucoup de la main, qui est un symbole extraordinaire. Oui. Comme la parole, tu sais. C'est une demande d'aide, une main main tendue. Oui, c'est ça, demande d'aide. Ou tu peux revendiquer avec le poing aussi, là. L'autre jour, à l'église Notre-Dame, Jean Charest était là, notre premier ministre, tout ça. J'ai fermé mon petit discours avec le poing levé. Ça veut dire libérons-nous de toutes les oppressions, pas juste parce que moi, je veux un pays du Québec, ça, tout le monde le sait, là. Et je vais me battre jusqu'à la mort pour avoir un territoire qui nous appartient. Ça ne veut pas dire qu'on se referme sur nous-mêmes. La liberté, c'est-tu se refermer sur... Non, au contraire, c'est d'ouvrir les frontières de la pensée pour aller vers d'autres aussi, puis dialoguer, comprendre le désarroi des autres aussi. C'est de bien connaître son identité bien, aussi. C'est ça. Connais-toi toi-même, c'est pas moi qui ai inventé ça. J'avais un professeur à l'Université d'Ottawa, les Oblats, Père Fusain. Un gros bonhomme. Il devait ressembler à Jean de La Fontaine. Des images que j'ai eues dans mon enfance avec les fables de La Fontaine, justement. Il arrivait le matin, gros bonhomme, puis il était jeune, moi, là. L'homme ne cesse de se créer des besoins nouveaux. C'est vrai. Puis il nous radotait ça, là. Bien, moi, il a tombé, ça m'a aidé à réfléchir aussi. D'autres matins, la lecture est le remède souverain à la stérilité de l'esprit. Et c'est tellement vrai. Moi, je passe mon temps, ça, j'ai une minute au bureau. J'ai un bureau, une grande fenêtre qui fait face au Mont-Royal, puis au parc Jeannemont. Je pense, j'ai acheté la maison en 79. Depuis 30 ans, je pense que je n'ai pas ouvert 10 fois mon rideau pour regarder dehors. Ah oui. Non, parce que je veux concentrer. C'est pour ça qu'on se sent bien. Assis, on n'a pas à mettre de l'énergie pour garder notre corps debout, comme un piquet. Alors là, on pourrait parler d'1 heure, 2 heures, 3 heures, et ça facilite la communication avec l'esprit. Et la même chose, pourquoi je voulais que tu sois dans l'image avec moi, que je n'avais pas l'impression de parler à un mur aussi, le public. Là. Vous êtes vraiment inspirant pour les jeunes générations de voir comme ça que vos convictions vous ont permis de gagner votre vie. C'est incroyable de voir ça. On voit le résultat d'ailleurs avec les œuvres en arrière. Oui. Mais j'aimerais que vous nous expliquiez un peu plus au niveau de la technique. Vous avez inventé une technique, entre autres, à l'aide du styromousse. Oui, les mousses, quelles sont les étapes exactement pour c'est arrivé que j'avais coulé dans les années 50. Je coulais des sculptures. J'avais Morton Rosengarten, un ami, un juif, qui était un ami de Leonard Cohen, qui était un ami de Tucker, et puis qui est sculpteur aussi à Wills Mill actuellement, c'est très sympathique. Et puis, on coulait dans une fonderie commerciale. On faisait des moules, tout ça, mais ça coûtait beaucoup moins cher qu'aujourd'hui de couler des pièces comme ça. Mais il fallait... les techniques de la cire perdue, j'en fais encore aujourd'hui, tu sais. Mais c'est ça coûte comme 5 fois plus cher. Et ça te limite aussi dans le... Je ne pourrais pas couler. J'ai coulé à Toronto en 67 une sculpture de 340 tonnes. De fond, qui a été détruite parce que je l'ai appelée, je me souviens, un hommage au peuple québécois. Et ça a été détruit dans mes champs à côté du lac. J'avais un atelier. Le pouvoir du canal sous l'Ange a été détruite il y a à peu près 7-8 ans. Ça représente quelle hauteur à peu près? C'était comme moins de 35 pieds de haut, 112 pieds de long. Ça voyageait entre 40 et 80 pieds de large. Plus grande sculpture qui n'a jamais été faite au monde. Mais, vous pouviez vous le permettre à cette époque-là parce que ça coûtait moins cher. Oui, mais je l'ai faite à Toronto. J'étais invité au Symposium international de sculpture à Toronto. Et nous, on avait l'Expo 67. En 67, il y avait une enquête qui avait été faite à partir de Terre-Neuve jusqu'à Vancouver par des spécialistes des musées. L'artiste qui était plus reconnu au Canada, c'était moi en tant que sculpteur. Et je devais faire la sculpture la plus importante de l'Expo 67. J'ai laissé quelques œuvres là-bas. Qui ont été achetés vers la fin. Mais je n'ai pas fait le grand projet que je devais faire. Je suis retourné pour 2000 $ à Toronto pour faire un hommage au peuple québécois. Mais j'en ai parlé à personne. J'avais envoyé une maquette qui n'était pas ma sculpture. Parce que quand je fais un symposium, je ne veux pas faire de maquette. Je veux qu'une inspiration vienne en travaillant. Et surtout, c'est toujours des artistes
à l'échelle internationale. Et les relations nous améliorent notre vin, je pourrais dire, notre pensée. Et c'est quand tu as le courage de le faire, tu peux aller avec beaucoup plus de spontanéité, à condition que les gens qui t'invitent soient d'accord à te donner tes matériaux dans la mesure du possible. Donc, j'avais une maquette grande comme ça. C'était avec du béton armé. J'en ai une sculpture qui est là-bas. Là. Et j'avais mis un petit personnage comme ça. Et quand tu vois ça, we are expecting something similar to your proposal. C'est-à-dire qu'on espère avoir quelque chose qui va dans les dimensions que nous avez proposées. Donc, ça mettait la table pour... parce que je n'allais pas faire une petite sculpture comme ça. Et à un moment donné, après 3 mois, j'étais au parc, le High Park à Toronto. Je n'avais même pas encore l'électricité de 220 pour couler ma sculpture. Okay. Alors, étant donné que j'ai une tête dure, j'ai continué et finalement, on l'a coulé dans le mois de novembre, dans des froids épouvantables aussi, là. Les feuilles tombaient, tout ça, et j'ai coulé 340 tonnes de fonte. Et puis là, ils ont, à un moment donné, dit on n'a plus d'argent pour la montée. Et à un moment donné, oui, on a trouvé l'argent. J'étais à San Francisco, ils sont venus me rencontrer là-bas. Et finalement, ils n'ont pas respecté les ententes avec moi. Et ils ont volé tous mes dossiers quand je suis allé les rencontrer à Toronto après ça. J'étais à préparer ma fontaine qui est à San Francisco, qui est célèbre à travers le monde aujourd'hui. Et évidemment, quand tu t'impliques politiquement, c'est sûr que tu te brûles les ailes, hein? Parce que les gens finissent par avoir peur de toi, puis ça dépend qui a peur de toi. Moi, mes amis, c'est des amis, je vais aller me jeter dans le feu pour les sauver, tu sais. Et évidemment, j'ai du courage pour affronter l'adversité aussi. Et quand ça doit être fait, c'est fait par moi. Je ne dis pas, bien, si je fais ça, je vais perdre ça, je vais gagner ça. Non, je ne marche pas comme ça. Et c'est peut-être ce qui garde ma santé mentale aussi, puis ma force de revendication encore. Je me sens comme j'avais 20 ans encore, moi. Mais je travaille depuis 55 ans avec des jeunes aussi. Oui, vous allez dans les écoles. Il y a 2-3 jours, j'étais avec une école. J'avais demandé un budget pour aller donner la conférence. C'était une jeune que je ne connaissais pas, une jeune professeure qui était encore là-bas. Elle venait de rentrer là-bas. Puis elle m'a dit, « Ah, M. Vaillancourt, on aimerait ça. » Elle a fait son cours. Elle était graduée à l'Université du Québec à Montréal. Alors, je suis allé là, mais j'ai eu que du bonheur à rencontrer ces gens-là. C'est tous des gens qui veulent. Puis ils habitent au Québec actuellement. C'est dans le quartier haut du Montréal-Nord, là. Oui. Alors, j'ai fait un beau travail avec eux autres, mais je peux leur parler. J'ai l'énergie pour les mettre en contradiction ou leur dire que je ne me sens pas supérieur à personne, mais je ne me sens pas non plus inférieur à personne aussi. Que ce soit un premier ministre, que ce soit un ci, un ça. Je suis là, tu es là. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? On va-tu faire semblant? Ben non, si on va se parler en se regardant dans les yeux pour se dire, bien, écoute, ce que tu fais, peut-être je ne suis pas d'accord, mais peux-tu t'aider, peux-tu m'aider à réaliser des choses? Tu sais? Jamais de travaux publics, moi. Non. J'ai jamais de travaux publics, j'ai jamais de 1 J'ai essayé dernièrement. Il y a toujours des femmes, des hommes qui veulent me trancher la gorge. Toutes les fois, ils se débarrassent de moi. J'avais un projet que tout le monde voulait, la TOHU. Des femmes qui sont Francine Lord, Francine Paul, une qui est à l'Hôtel de Ville de Montréal. C'est incroyable ce qu'ils ont fait pour se débarrasser de moi. Ils ont annulé le contrat que j'avais gagné. Parce qu'ils ont peur d'être Ils ont donné ça à une amie à moi, Micheline Beauchemin, qui vient de mourir il y a à peu près 1 an. Mais elle m'a appelé pour dire, écoute, j'ai gagné le concours, mais je ne sais pas faire ça, je ne sais pas comment faire ça, tout ça. Alors, c'est comme, mais ils ne veulent pas m'avoir. Puis des amis comme Michel Goulet, par exemple, qui est un sculpteur reconnu au Canada. L'autre jour, je l'ai rencontré, en tout cas, ils ont eu une petite altercation. J'ai été invité, j'étais à Vancouver, moi. Et je n'ai même pas dit, bien, vous avez un travail pour moi. Je suis allé là pour dire que moi, je suis un indépendantiste, je travaille au Québec, puis je vous souhaite de bonne chance à Vancouver, mais je n'ai pas le temps d'aller prendre du temps avec vous autres pour continuer avec. Mais j'irai faire une sculpture en ami, n'importe quel temps. Okay. Mais pas pour One Canada.
Ouais, vous respectez vos convictions, hein? C'est important. On n'a pas le choix. Il y avait, je sais pas moi, où tu fais des concessions, puis c'est fini, là. Oui, c'est ça. Il faut rester vierge fidèle une à fois dans la vous-même. vie, après ça, tu ne l'es plus, tu sais. C'est ça. Alors, c'est comme ça, c'est mental, la chose, c'est un besoin. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Bien, j'aurais aimé que vous me parliez aussi de votre... parce que vous êtes sculpteur, mais vous avez fait aussi des toiles, des peintures. Oui, c'est un autre médium que... J'ai été peintre avant d'être sculpteur. OK. Pour remettre les choses en ordre, là. Donc, vous avez écrit, oui, mais moi, j'ai été autant de peintre. plaisir, bien plus. Quand j'ai fait de la performance avant les fêtes ici, là, Oui. vous m'avez vu travailler. Oui, tout à fait. Bon, bien là, je suis un artiste, hein. Puis, je suis conscient de l'être aussi. Et puis, tous les moyens pour techniques sont bons. Je développe beaucoup de techniques, moi, que personne n'oserait toucher. Et c'est moi qui ai inventé les techniques avec le styrofoam pour répondre Vous utilisez les objets de question. Oui, mais c'est l'occasion qui fait le larron. Hein? Moi, j'ai comme... La première fois que j'ai coulé une pièce, c'est un morceau de forme que j'ai trouvé dans la rue. Il était large comme ça, épais comme ça. Puis, je me souviens encore. Puis, avec un dentelage comme ça. On est allé dans une fonderie commerciale et on a chauffé, on a mis de la terre à couler, là, qui durcit presque comme de la mosaïque, de la céramique. Et on a mis une immense plaque de métal. On a laissé le métal rentrer jusqu'en dans la sculpture. Mais il faut voir la joie. Même les ouvriers qui travaillent avec moi, on sautait comme ça, comme des enfants. On était tellement heureux moi, j'avais inventé une technique universelle, là. Mais moi, je suis un inventeur. J'invente beaucoup, beaucoup de choses, mais que je n'ai pas le temps de mettre en pratique. Tu sais, des moteurs, des scies, des... Okay. Ah oui, j'avais inventé une machine parce que j'ai fait pendant des années les cours de métal. On appelait ça les cours de scrap. Okay. Des montagnes grosses comme votre musée, puis plus grosses que ça, là, dans plein Montréal. Là. C'est la rue de Gaspé, dans l'est de Montréal, FX-Lange, Préfontaine-Notre-Dame. J'ai habité 4 ans et demi dans une balance publique. L'autre bord de la rue, il y avait des montagnes de métal. Puis moi, j'étais un gars de matière, donc j'ai été emballé par ça. J'ai compressé des autos avant César, qui a fait sa renommée en Europe, en France, avant qu'il meure. Il est mort, le pauvre, aujourd'hui. Mais à un moment donné, j'achète le Life Magazine, une revue américaine. Je vois 400 pages César des autos compressées, alors que moi, j'en faisais avant lui. Mais va donc dire ça en France, que moi, j'ai commencé. Mais c'est pas moi qui ai commencé ça. Il y avait des machines dans les cours de scrap qui écrasaient les autos. Alors moi, étant donné que je suis passionné, sensuel jusqu'à la mort, alors je voyais ça. C'est incroyable. J'offrais des murales de grandeur de votre musée, là, comme tout le tour. Mais le monde riait de ça dans ce temps-là. On peut dire, M. Vaillancourt, que votre passion puis vos convictions, c'est vraiment le secret de votre longévité. Vous êtes beau avoir travaillé. Mais c'est déjà tout. Il faut mettre fin à l'émission. C'est court, hein? C'est un grand plaisir de travailler. Bon, merci beaucoup. Je vais te dire toi, parce que je suis un vieux bonhomme qui parle à une belle jeune fille. Merci beaucoup pour l'entretien. Merci beaucoup d'être venu nous voir. OK. Alors, je vais être encore toute la journée avec vous autres. Là. Parfait. Merci. Plaisir. Bonjour le monde aussi. Hein? Parfait. Alors, c'était Geneviève Claveroy pour l'émission Le Musée m'amuse. Armand Vaillancourt, il n'a pas changé de nom encore. À la prochaine.